Une millionnaire a payé une mère porteuse pour porter son enfant. À la naissance du bébé, les murs stériles de l'hôpital semblaient se refermer sur Cathalie lorsque la jeune infirmière lui annonça la nouvelle dévastatrice. Son nouveau-né avait disparu de la pouponnière. Personne n'aurait pu imaginer ce qui allait se passer ensuite, une histoire de dépassement et d'espoir qui touchera votre cœur. Bon retour, laissez un like sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et profitez de l'histoire. Dans le chaos d'une panne d'électricité à l'hôpital pendant un violent orage, son enfant s'était volatilisé sans laisser de traces. Les enregistrements de sécurité étaient corrompus. Le personnel était confus et les administrateurs de l'hôpital parlaient à voix basse d'un incident regrettable. Cathalie, encore en convalescence après un accouchement difficile, refusait d'accepter les explications vagues. Malgré sa faiblesse physique, elle jura de découvrir ce qui était réellement arrivé à son bébé. Allongée sur son lit d'hôpital, les cheveux encore humides de sueur après ses heures de travail, Cathalie fixait le plafond blanc de sa chambre, incapable de comprendre comment une journée qui devait être la plus belle de sa vie s'était transformée en cauchemar. La petite ville de Lyon, habituellement si paisible et accueillante, semblait soudain hostile et étrange. Les gouttes de pluie qui frappaient violemment la fenêtre faisaient écho au battement frénétique de son cœur. « Il doit y avoir une erreur !» répétait-elle, serrant dans sa main le petit bracelet de naissance qu'on lui avait remis, unique preuve tangible que sa fille avait vraiment existé. Les bébés ne disparaissent pas simplement, surtout pas dans un hôpital. Son mari, Somin, était assis à côté d'elle, le visage creusé par le chagrin et l'incompréhension. Ingénieur de formation, cet homme pragmatique et rationnel se trouvait pour la première fois de sa vie face à une situation qu'il ne pouvait ni analyser ni résoudre par des équations. Il tenait la main de sa femme, cherchant les mots justes, mais seul le silence remplissait l'espace entre eux. « J'ai vu notre fille », insista Cathalie. « Je l'ai tenue dans mes bras. Elle avait cette petite tache de naissance en forme de croissant sur son épaule droite. Elle était parfaite. » Un jeune médecin entra, dossier à la main, évitant soigneusement leur regard. « Madame Huerran, je suis vraiment désolé pour cette situation. Nous avons lancé une enquête interne, mais vous devez comprendre que pendant la panne d'électricité, nos systèmes de secours ont également été affectés. Nous faisons tout notre possible pour comprendre ce qui s'est passé. » Ce fut cette hésitation dans sa voix, cette façon de chercher ses mots qui éveilla les premiers soupçons de Cathalie. Professeure de littérature, elle avait toujours été sensible aux nuances du langage, aux non-dits, aux espaces entre les mots où se cachait souvent la vérité. « Je veux voir le directeur de l'hôpital », exigea-t-elle, se redressant malgré la douleur. « Et je veux porter plainte à la police, immédiatement. » Somin posa une main apaisante sur son épaule. « Cathalie, tu dois te reposer. Tu viens d'accoucher. Laisse-moi m'occuper de tout ça. » Mais elle savait déjà au plus profond d'elle-même que ce serait son combat. Un combat que personne d'autre ne pourrait mener à sa place, pas même l'homme qu'elle aimait, car elle avait ressenti ce lien indescriptible, ce cordon invisible qui la reliait encore à son enfant quelque part dans ce monde. Dans les jours qui suivirent, Cathalie fut confrontée à une bureaucratie hospitalière impénétrable. Les formulaires s'empilaient, les entretiens avec la sécurité de l'hôpital tournaient en rond, et la police locale semblait considérer l'affaire comme un simple incident administratif plutôt que comme la disparition d'un nouveau-né. Le retour à la maison fut peut-être le moment le plus difficile. Franchir le seuil de leur appartement confortable du quartier de la Croix-Rousse, ce nid qu'ils avaient passé des mois à préparer pour accueillir leur premier enfant. La chambre, le bébé, peint en jaune pâle, attendait silencieusement, le mobile au-dessus du berceau tournant doucement dans le courant d'air. Cathalie resta figée dans l'embrasure de la porte, incapable d'entrer dans cette pièce qui représentait désormais l'absence plutôt que l'attente joyeuse. Les nuits devinrent un terrain de torture où les pleurs fantômes d'un bébé la réveillaient en sursaut, la laissant tremblante et désorientée dans l'obscurité. Son corps, encore marqué par la grossesse, produisait du lait pour un enfant absent, cruel rappel biologique de sa perte. Somin
tentant désespérément de maintenir une apparence de normalité, retourna au travail après une semaine. « Nous devons avancer », dit-il un matin en nouant sa cravate devant le miroir. « Peut-être devrions-nous consulter quelqu'un, Katali. Un thérapeute pourrait nous aider à traverser cette épreuve. » Mais Katali ne voulait pas traverser cette épreuve. Elle voulait des réponses. Elle commença à remplir des carnets entiers de notes, analysant chaque détail de cette nuit fatidique, chaque interaction avec le personnel hospitalier, chaque incohérence dans les récits officiels. Une semaine après leur retour à la maison, alors que Somin était au travail, Katali reçut la visite inattendue de Wamela, une infirmière qu'elle avait rencontrée brièvement à l'hôpital. Petite femme aux cheveux grisonnants et aux yeux fatigués, elle semblait nerveuse, regardant constamment par-dessus son épaule comme si elle craignait d'être suivie. « Je ne devrais pas être ici, » murmura-t-elle une fois à l'intérieur, « mais je n'arrive pas à dormir depuis ce qui s'est passé. Quelque chose ne va pas dans cet hôpital, Madame Huerran. Des choses étranges se produisent depuis quelques temps, surtout dans l'aile Est, celle qui est censée être fermée pour rénovation. » Ce fut la première lueur d'espoir pour Katali. La confirmation qu'elle n'était pas simplement en proie au déni ou à la folie du deuil, comme le suggérait doucement son entourage. Quelqu'un d'autre voyait aussi que quelque chose n'allait pas. Wamela partit aussi rapidement qu'elle était venue, refusant de dire plus, mais laissant derrière elle une adresse griffonnée sur un bout de papier. Parler à une Marie. Elle a travaillé à l'hôpital jusqu'à l'année dernière. Elle pourrait en savoir plus. Lorsque Somin rentra ce soir-là, il trouva sa femme différente. Une nouvelle détermination brillait dans ses yeux, remplaçant le regard vide des derniers jours. « Tu sembles mieux, » remarqua-t-il prudemment. « Je vais découvrir ce qui est arrivé à notre fille, » répondit-elle simplement. « Et cette fois, je ne laisserai personne m'arrêter. Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, tape 0. Cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. On continue. » Les jours suivants marquèrent le début de l'enquête personnelle de Katali. Elle commença par étudier méticuleusement toute la documentation hospitalière qu'elle avait pu obtenir. Son bureau se transforma rapidement en centre d'opération, couvert de dossiers médicaux, de photocopies de formulaires et de chronologies, minutieusement établies. C'est en examinant son propre dossier médical qu'elle découvrit la première anomalie concrète. Selon les notes officielles, son bébé avait été emmené à la pouponnière à 23h45, alors qu'elle se souvenait clairement que c'était à 23h15. 30 minutes de différence. 30 minutes qui pouvaient tout changer. Armée de cette information, elle retourna à l'hôpital exigeant des explications. La réceptionniste, reconnaissant Katali après ses nombreuses visites, soupira profondément avant d'appeler un administrateur. « Madame Huerran, » commença-t-il, le ton condescendant. « Nous comprenons votre douleur, mais ce genre de discordance d'horaire est fréquent. Dans le stress du moment, les perceptions temporelles peuvent être altérées. Et, avec la panne d'électricité cette nuit-là, ce n'est pas une perception altérée, » l'interrompit Katali. « C'est une falsification de dossier médical, et je veux savoir pourquoi. » L'homme se raidit, son sourire professionnel se figeant sur son visage. « C'est une accusation très grave. Je vous suggère de reconsidérer vos propos. » Katali ne recula pas. « Je reconsidérerai mes propos quand vous me direz la vérité sur ce qui est arrivé à ma fille. » En partant, alors qu'elle traversait le hall d'entrée, un homme en uniforme d'agent d'entretien lui glissa discrètement un morceau de papier. « Humbert connaît les sous-sols, » murmura-t-il, avant de s'éloigner, poussant nonchalamment son chariot de nettoyage. Cette rencontre furtive renforça sa conviction qu'elle n'était pas seule à soupçonner des pratiques douteuses dans cet hôpital. Il existait une sorte de réseau souterrain de personnes qui savaient, ou du moins soupçonnaient, que quelque chose n'allait pas. Avec l'adresse fournie par Wamela, Katali se rendit dans un petit village à une vingtaine de kilomètres de Lyon. Elle trouva une Marie dans une modeste maison aux volets bleus écaillés. L'ancienne infirmière, maintenant retraitée, l'accueillit avec méfiance, mais l'invita néanmoins à entrer quand Katali lui expliqua la situation. « J'ai
Quitter cet hôpital parce que je ne pouvais plus supporter ce que j'y voyais, confia une Marie, servant un thé fort dans des tasses ébréchées. Des patients VIP qui arrivaient en pleine nuit sans passer par les canaux habituels. Des zones entières de l'hôpital soudainement inaccessibles au personnel régulier. Et ces rumeurs sur les bébés? Quelles rumeurs? Pressa Cathalie, le cœur battant. Des bébés avec des caractéristiques génétiques rares. Des bébés qui disparaissaient mystérieusement après des tests de routine. Des parents à qui on disait que leur enfant était mort d'une complication soudaine. Une Marie hésita. Je n'ai jamais eu de preuves concrètes, comprenez-moi bien. Juste une accumulation de coïncidences troublantes. Sur le chemin du retour, Cathalie sentit pour la première fois depuis la naissance un sentiment d'espoir s'insinuer en elle. Si ces rumeurs étaient vraies, alors peut-être que sa fille n'était pas morte. Peut-être qu'elle était quelque part, vivante, retenue pour une raison que Cathalie ne comprenait pas encore. Cette pensée, aussi réconfortante soit-elle, introduisit également une nouvelle terreur. Si sa fille était vivante, dans quelles conditions se trouvait-elle? Qui s'occupait d'elle? Pourquoi avait-on jugé nécessaire de la séparer de ses parents? Lorsqu'elle partagea ses découvertes avec Somin ce soir-là, sa réaction fut loin d'être celle qu'elle espérait. Des patients VIP secrets, des bébés enlevés pour leurs gènes rares. Tu t'entends parler, Cathalie? Il passa une main, fatigué sur son visage. C'est comme si tu plongeais dans une théorie du complot. Ces explications farfelues sont plus faciles à accepter que la réalité douloureuse, je comprends. Mais tu crois que j'invente tout ça? La colère monta en elle, brûlante et inattendue. Tu penses que je suis devenue folle de chagrin? Je pense que tu refuses d'accepter ce qui s'est passé, répondit-il doucement. Et je m'inquiète pour toi, pour nous. Nous avions des projets, Cathalie, une vie ensemble, un avenir. Notre fille fait partie de cet avenir, insista-t-elle, et je ne l'abandonnerai pas, même si tu n'es pas prêt à me croire. Cette nuit-là, pour la première fois depuis leur mariage, ils dormirent dos à dos, un gouffre invisible se creusant entre eux. Le lendemain, déterminée à poursuivre son enquête malgré l'incompréhension de Somin, Cathalie contacta Humbert, l'agent d'entretien de l'hôpital. Il accepta de la rencontrer dans un petit café anonyme du centre-ville. « Je travaille à l'hôpital depuis 30 ans, expliqua-t-il, sa voix à peine audible par-dessus le brouhaha des conversations environnantes. Je connais chaque recoin, chaque placard à balai, chaque conduit d'aération. Et je sais qu'il y a des zones de l'hôpital que même moi, je ne suis pas supposé voir. Que se passe-t-il vraiment derrière les portes fermées de cet hôpital? Cathalie pourra-t-elle percer ce mystère avant que son mariage ne s'effondre complètement? La vérité est parfois plus étrange et plus terrifiante que n'importe quelle théorie du complot. Le récit d'Humbert confirmait ce que Cathalie commençait à soupçonner. L'hôpital cachait quelque chose de bien plus grand qu'une simple négligence. L'agent d'entretien lui parla d'un réseau de tunnels souterrains reliant le bâtiment principal à une ancienne aile officiellement fermée depuis des années. « Parfois, la nuit, quand tout est calme, on voit des lumières là-bas, murmura-t-il, et des gens en blouse blanche qui vont et viennent, des médecins que je n'ai jamais vus dans les services habituels. Pourriez-vous me montrer ces tunnels ?» demanda Cathalie, le souffle court d'anticipation. Humbert secoua vigoureusement la tête. « C'est trop risqué. J'ai besoin de ce travail, madame. J'ai une famille à nourrir. » Mais il finit par céder partiellement, lui dessinant un plan approximatif sur une serviette en papier. L'entrée est cachée derrière une porte de service au sous-sol, près des archives. Vous aurez besoin d'un badge pour y accéder. Ce badge devint l'obsession suivante de Cathalie. Elle passa des jours à observer discrètement les allées et venues du personnel hospitalier, notant leurs habitudes, leurs horaires, cherchant une faille dans le système. Pendant ce temps, sa relation avec Somin continuait de se détériorer. Un soir, en rentrant plus tard que d'habitude, elle le trouva assis dans le noir dans leur salon. À côté de lui, une valise. « Je ne peux plus continuer comme ça, » dit-il. « Simplement, je t'aime, Cathalie, mais je ne reconnais plus la femme que j'ai épousée. Tu es obsédée par cette
Kate, tu ne dors plus, tu manges à peine, tu as arrêté d'aller travailler. Parce que rien d'autre n'a d'importance, cria-t-elle. Notre fille est là, quelque part, et tu voudrais que je l'abandonne pour reprendre une vie normale. Quelle sorte de mère serais-je? Le genre de mère qui accepte la réalité, répondit-il, la voix tremblante d'émotion contenue. Le genre de femme qui comprend qu'elle n'est pas seule dans cette douleur. J'ai perdu un enfant aussi, Katali. Et maintenant, j'ai l'impression de perdre ma femme. Il se leva, prenant sa valise. Je vais chez mon frère pour quelque temps. Je pense que nous avons besoin d'espace pour réfléchir à ce que nous voulons vraiment, toi et moi. La porte se referma doucement derrière lui, laissant Katali seule face à un choix impossible. Poursuivre sa recherche, au risque de détruire son mariage, ou abandonner l'espoir de retrouver sa fille pour sauver sa relation. Cette nuit-là, allongée dans leur lit devenu trop grand, Katali pleura jusqu'à l'épuisement. Mais au matin, sa résolution n'avait pas faibli. Elle devait continuer, non seulement pour elle-même et pour sa fille, mais aussi pour toutes ces autres familles qui avaient peut-être vécu le même drame sans jamais connaître la vérité. 4 mois après la disparition de sa fille, Katali obtint finalement ce qu'elle cherchait, un accès au sous-sol de l'hôpital. Grâce à un contact établi par Humbert, elle se fit passer pour une employée temporaire des archives, obtenant ainsi le précieux badge. Son cœur battait à tout rompre lorsqu'elle s'aventura dans les profondeurs de l'établissement, suivant méticuleusement le plan griffonné par Humbert. L'odeur d'humidité et de désinfectant lui piquait les narines tandis qu'elle avançait dans les couloirs faiblement éclairés. La porte indiquée par Humbert se trouvait exactement où il l'avait dessinée. Un panneau métallique anonyme, derrière une étagère d'archives poussiéreuse. Prenant une profonde inspiration, Katali passa son badge devant le lecteur électronique, retenant son souffle jusqu'à ce que le voyant passe au vert avec un bip discret. De l'autre côté, s'étendait un tunnel étroit, éclairé par des néons grésillants. L'air y était plus froid, plus clinique. Katali avança prudemment, tous ses sens en alerte. Après une centaine de mètres, le tunnel s'élargissait pour déboucher sur une petite antichambre avec 3 portes. Sur l'une d'elles, un logo discret, Genigen Research. Katali sentit son sang se glacer. Genigen était un laboratoire pharmaceutique connu pour ses recherches controversées en génétique. Que faisait une filiale de ce groupe dans les sous-sols secrets d'un hôpital public? N'osant pas s'aventurer plus loin sans préparation, elle prit rapidement des photos avec son téléphone avant de rebrousser chemin, l'esprit bouillonnant de nouvelles questions. De retour chez elle, elle se lança dans des recherches frénétiques sur Genigen. Les articles scientifiques et les rapports financiers révélaient une entreprise à la pointe de la recherche sur les maladies génétiques rares, particulièrement celles affectant les nourrissons. Plusieurs publications mentionnaient des avancées significatives basées sur des échantillons uniques et des cas d'études exceptionnels. Cette découverte donna à Katali le courage de franchir une nouvelle étape. Elle contacta Victor Valois, un journaliste d'investigation qu'elle avait rencontré lors d'une conférence littéraire quelques années auparavant. Après quelques hésitations initiales, il accepta de la rencontrer, intrigué par les éléments qu'elle avait rassemblés. « Ce que tu me décris ressemble à un trafic d'êtres humains à des fins de recherche, » dit-il après avoir examiné ses preuves. Si c'est vrai, c'est énorme, mais nous avons besoin de plus que des coïncidences et des témoignages indirects. Comment pouvons-nous obtenir des preuves concrètes? Demanda Katali, déterminée. Il nous faut un accès au dossier interne de Genigen, réfléchit Victor, et idéalement des images de ce qui se passe réellement dans cette aile secrète. Leur collaboration donna une nouvelle dimension à l'enquête de Katali. Avec l'expertise de Victor en matière d'investigation journalistique, ils découvrirent que l'hôpital de Lyon n'était pas un cas isolé. D'autres établissements du même groupe hospitalier avaient connu des incidents similaires, impliquant des nouveau-nés, toujours dans des circonstances obscures et souvent pendant des événements perturbateurs, comme des pannes d'électricité ou des exercices d'évacuation.
Il sélectionne des bébés présentant des marqueurs génétiques spécifiques, théorisa Victor, après avoir analysé les cas. La question est, pourquoi faire? La réponse vint d'une source inattendue. Un matin, Katali trouva une enveloppe anonyme dans sa boîte aux lettres. À l'intérieur, un bracelet d'hôpital identique à celui que sa fille aurait dû porter et une adresse à Paris. « C'est peut-être un piège », avertit Victor lorsqu'elle lui montra sa découverte. « Ou c'est la première preuve tangible que ma fille est vivante », répondit Katali, déjà résolue à suivre cette nouvelle piste. « Dans ce cas, je viens avec toi », décida-t-il. « Tu n'affronteras pas ça seul. » « Ah, as-tu déjà ressenti ce besoin viscéral de chercher la vérité, même quand tout le monde te dit d'abandonner? Partage ton expérience dans les commentaires. Le trajet jusqu'à Paris fut interminable pour Katali, chaque kilomètre augmentant à la fois son espoir et sa terreur. L'adresse les mena à un bâtiment moderne dans le 15e arrondissement, arborant discrètement le logo de Jenny Gen sur sa façade de verre. Centre d'excellence en pédiatrie avancée, lut Victor sur le panneau à l'entrée. Joli euphémisme. Se faisant passer pour un couple cherchant des informations pour leur futur enfant à risque génétique, ils réussirent à obtenir une visite guidée des parties publiques du centre. Leur guide, une jeune femme au sourire professionnel, leur vanta les équipements de pointe et les traitements révolutionnaires offerts par l'établissement. Tous nos patients sont des cas référés par nos hôpitaux partenaires, expliqua-t-elle. Des enfants présentant des conditions génétiques si rares qu'elles nécessitent des approches thérapeutiques personnalisées. Et les parents restent impliqués dans le traitement, bien sûr, demanda innocemment Katali. Un éclair d'hésitation traversa le regard de la guide. Bien entendu, la participation familiale est essentielle à notre approche. Ce fut lors de cette visite, en passant devant une baie vitrée donnant sur une sorte de nurserie high-tech, que Katali la vit. Une petite fille, pas plus de 5 mois, avec cette tache de naissance en forme de croissant sur l'épaule droite. Son cœur manqua un battement. Elle s'arrêta net, s'agrippant au bras de Victor pour ne pas tomber. La guide, remarquant sa réaction, les entraîna rapidement vers une autre section du bâtiment. Mais c'était trop tard. Katali avait vu sa fille, vivante. Cette confirmation bouleversante transformait tout. Ce n'était plus une quête désespérée, basée sur des intuitions et des coïncidences, mais une mission de sauvetage concrète. Sa fille était là, retenue dans ce centre, sous prétexte de soins spéciaux. « Il nous faut un plan », déclara Victor une fois revenu à leur hôtel. « Nous ne pouvons pas simplement entrer et la prendre. Ils appelleraient la police, et tu serais accusé de kidnapping. »« C'est mon bébé », s'emporta Katali. « Comment peut-on m'accuser de kidnapper mon propre enfant? Parce que selon tous les documents officiels, ton enfant est mort à la naissance, » lui rappela doucement Victor. « Nous devons d'abord prouver la fraude, ensuite récupérer ta fille légalement. » Katali comprit la logique de son raisonnement. Mais l'idée de laisser sa fille une minute de plus dans ce centre lui était insupportable. Chaque fibre de son être lui criait d'agir immédiatement. « Nous avons besoin de plus d'informations sur ce qui se passe réellement là-dedans, » poursuivit Victor, « et sur pourquoi ils ont choisi ta fille spécifiquement. » Leur enquête les mena à une découverte troublante. Après avoir piraté les bases de données des naissances régionales avec l'aide d'un contact de Victor, ils identifièrent un schéma. Les incidents impliquaient systématiquement des bébés dont les tests sanguins de routine indiquaient des caractéristiques génétiques très spécifiques et extrêmement rares. Ils recherchent un certain profil génétique, conclut Victor. Mais pourquoi ? La réponse vint sous la forme d'un article scientifique récemment publié par le directeur de recherche de Jenny Gen, vantant une percée majeure dans le traitement d'une maladie dégénérative rare grâce à des donneurs possédant une mutation protectrice naturelle. Ils utilisent de ces bébés comme source de cellules souches, réalisa Katali avec horreur. Ils ont identifié que ma fille possède une mutation génétique qui pourrait aider à traiter d'autres enfants.
Ce qui explique pourquoi ils ne veulent pas simplement des prélèvements, ajouta Victor. Ils veulent garder les donneurs sous contrôle pour des extractions continues. Cette révélation soulevait un dilemme déchirant. La mutation de sa fille sauvait potentiellement des vies, mais le moyen employé par Génigène, enlever des nouveau-nés et falsifier leur mort, était monstrueux et illégal. « Je dois la récupérer », déclara fermement Qatali, « mais je veux aussi que ces personnes paient pour ce qu'elles ont fait, à nous et à d'autres familles. » Victor hocha la tête, compréhensif. « Alors nous allons avoir besoin d'un plan beaucoup plus ambitieux. » De retour à Lyon, ils mirent en place une stratégie en 2 temps. Premièrement, rassembler suffisamment de preuves pour constituer un dossier solide. Deuxièmement, trouver un moyen de récupérer la petite fille tout en garantissant qu'elle continuerait à recevoir les soins médicaux dont elle pourrait avoir besoin. Qatali prit la décision la plus difficile de sa vie, postuler pour un emploi au Centre Génigène de Paris. Avec ses compétences administratives et son français impeccable, elle fut rapidement engagée comme assistante dans le département des relations publiques, lui donnant ainsi un accès interne à l'établissement. Pendant ce temps, Victor développait un réseau de soutien, contactant discrètement des médecins éthiques spécialisés en génétique, des avocats spécialisés en droits humains et même certaines familles qui avaient perdu des enfants dans des circonstances similaires. Travailler au cœur même de l'organisation qui détenait sa fille était une torture quotidienne pour Qatali. Chaque jour, elle passait devant la nurserie où se trouvait son bébé, forcée de maintenir une façade d'indifférence professionnelle, alors que son cœur se brisait à chaque fois. Elle découvrit que sa supérieure directe, Hualantine, avait elle aussi des doutes sur certaines pratiques du centre. Son petit-fils avait disparu dans des circonstances mystérieuses lors d'une hospitalisation 2 ans auparavant. « Je n'ai jamais cru à leur version des faits », confia Hualantine à Qatali, après plusieurs semaines de confiance progressive. « Mais que pouvais-je faire, une femme de mon âge, seule contre une corporation internationale ?»« Vous n'êtes plus seule maintenant », répondit Qatali, révélant prudemment une partie de sa propre histoire. Leur alliance s'avéra cruciale. Hualantine possédait un niveau d'accès bien supérieur et pouvait consulter des dossiers normalement interdits au personnel subalterne. Ensemble, elles commencèrent à compiler des preuves irréfutables. Liste d'enfants acquis, correspondance interne discutant des méthodes d'acquisition, profil génétique détaillé. Mais le document le plus incriminant vint d'une source inattendue. Un soir, alors que Qatali travaillait tard, le docteur Huller, chercheur principal du programme, l'approcha. Son visage habituellement impassible semblait tourmenté. « Je vous observe depuis votre arrivée, » dit-il à voix basse. « Votre intérêt pour la nurserie n'est pas celui d'une simple employée administrative. » Le cœur de Qatali s'arrêta. Avait-elle été découverte? « Vous êtes une des mères, n'est-ce pas ?» poursuivit-il. « Vous cherchez votre enfant. » Un silence tendu s'installa entre eux, Qatali refusant d'admettre ou de nier. Le médecin soupira profondément. « Ce que nous faisons ici, ça a commencé avec de bonnes intentions. Sauver des vies, trouver des traitements pour des maladies qui condamnaient des enfants. Mais les méthodes... » Il secoua la tête. « Je ne peux plus cautionner ça. » Il lui tendit une clé USB. « Voici tout ce dont vous aurez besoin. Protocole, données des patients, communications internes. Assez pour faire tomber tout le système. » « Pourquoi maintenant ?» demanda Qatali, méfiante. « Parce que j'ai vu les enfants que nous sauvons regarder par la fenêtre, cherchant des parents qui ne viendront jamais les chercher. Et j'ai vu les donneurs grandir sans connaître l'amour d'une famille. » Il regarda droit dans les yeux de Qatali. Aucune avancée médicale ne justifie cela. À partir de ce jour, les événements s'accélérèrent. Avec les preuves du docteur Huller, Victor prépara un dossier complet qu'ils présentèrent simultanément à plusieurs instances. Police nationale, ministère de la Santé, organisations internationales de droits humains et médias sélectionnés. Le scandale éclata comme une bombe. Trafic de bébés pour la recherche médicale, titraient les journaux, déclenchant une tempête médiatique et judiciaire sans précédent. Qu'arrivera-t-il à ces enfants innocents pris dans ce réseau de mensonges et d'exploitation? La petite
Fille de Katali pourra-t-elle enfin retrouver sa vraie famille? Les coupables seront-ils traduits en justice? Pendant que l'affaire faisait la une des journaux, Katali restait à Paris, déterminée à ne pas quitter la ville sans sa fille. Les agents de GIGN furent rapidement arrêtés, le centre mis sous séquestre, et les enfants placés sous la protection des services sociaux pendant que les enquêteurs démêlaient l'écheveau complexe de cette affaire. L'identification des enfants et la recherche de leurs parents biologiques devint la priorité absolue. Des tests ADN furent ordonnés pour chacun des 47 enfants découverts dans le centre. Pour Katali, l'attente des résultats fut une torture. Bien qu'elle ait reconnu sa fille, la preuve scientifique était nécessaire pour les procédures légales. Pendant cette période d'incertitude, un appel inattendu vint bouleverser davantage sa vie déjà chamboulée. Katali, la voix de Somin semblait distante, hésitante. « Je viens de voir les informations. Ce scandale à Paris. C'est lié à ton enquête, n'est-ce pas ?»« Oui, » répondit-elle simplement, la gorge serrée par l'émotion. 5 mois s'étaient écoulés depuis leur séparation. 5 mois sans nouvelles. « Tu avais raison, » murmura-t-il, « depuis le début, et je n'ai pas su te soutenir quand tu en avais le plus besoin. » Le silence qui suivit était chargé de regrets non exprimés, d'excuses silencieuses. « Notre fille est vivante. »« Somin » dit finalement Katali. « Je l'ai vue. » Un sanglot étouffé lui parvint à travers le téléphone. « Est-ce que je peux venir à Paris ?» Le lendemain, ils se retrouvèrent dans un petit café près de l'hôtel où Katali séjournait. La rencontre fut maladroite. Au début, des mois de séparation et de douleur créant une barrière invisible entre eux. Mais lorsque Katali commença à raconter en détail son enquête, ses découvertes, sa vision fugitive de leur fille, les barrières commencèrent à s'effondrer. « Je ne sais pas si tu pourras me pardonner un jour, » admit Somin, serrant. Sa tasse de café comme un naufragé s'agrippe à une bouée. « J'aurais dû croire en toi. J'étais obsédé, » reconnut Katali à son tour. « Je ne pouvais penser à rien d'autre. Je comprends que ça ait été difficile pour toi. » Cette conversation honnête ne résolvait pas tous leurs problèmes, mais c'était un début, une reconnaissance mutuelle de leurs erreurs et de leurs douleurs partagées. 3 jours plus tard, ils reçurent l'appel qu'ils attendaient. Les résultats ADN confirmaient que la petite fille, enregistrée sous le nom de sujet P37 dans les dossiers de GIGN, était bien leur fille biologique. Les procédures de réunification pouvaient commencer. La première rencontre officielle fut organisée sous supervision médicale et juridique. Quand Katali et Somin entrèrent dans la salle, leur fille de presque 6 mois était assise, dans un petit siège, manipulant maladroitement un jouet coloré. Elle leva les yeux à leur entrée, les fixant avec curiosité. « Elle s'appelle Emma dans nos dossiers », expliqua doucement la travailleuse sociale. « C'est le nom que les soignants utilisaient. »« Son vrai nom est Clara », répondit Katali, s'approchant lentement pour ne pas effrayer la petite. Clara eut errant. S'agenouillant devant le siège, elle tendit une main tremblante vers sa fille. « Bonjour, Clara. Je suis ta maman. Et voici ton papa. Nous t'avons cherché si longtemps. » La petite fille la regarda avec intensité, puis, à la surprise de tous, tendit ses bras vers Katali, un petit sourire illuminant son visage poupin. Ce moment de reconnexion instantanée, presque comme si l'enfant avait toujours su qui était sa vraie mère, fut le premier pas d'un long processus de guérison. Les jours suivants furent consacrés à des consultations avec des psychologues spécialisés, des médecins et des experts juridiques. Ils apprirent que Clara portait effectivement une mutation génétique rare qui lui conférait une immunité naturelle contre certaines maladies dégénératives. Cette découverte souleva des questions éthiques complexes. Comment utiliser ce potentiel médical tout en respectant les droits de l'enfant? Le docteur Huller, qui coopérait désormais pleinement avec les autorités, proposa une solution.
Un programme de recherche éthique pouvait être établi, où les enfants, comme Clara, resteraient avec leur famille biologique, tout en participant volontairement à des prélèvements périodiques sous strict contrôle médical et avec consentement parental. Sa mutation pourrait sauver des vies, expliqua-t-il, mais pas au prix de son bonheur et de son droit à une famille aimante. Kathalie et Somin furent confrontés à un choix difficile. Permettre à leur fille de contribuer à sauver d'autres enfants, tout en s'assurant que ses droits seraient pleinement respectés, ou l'isoler complètement de ce monde médical qui l'avait déjà tant exploité. Après de longues discussions, ils décidèrent d'accepter le programme proposé, à condition d'être impliqués dans chaque étape du processus et de pouvoir se retirer à tout moment. Leur fille aurait ainsi la chance de transformer son histoire, tragique en source d'espoir pour d'autres, tout en grandissant entourée de l'amour de ses vrais parents. Elle saura un jour qu'elle est spéciale, dit Kathalie, en berçant doucement Clara. Non pas à cause de ses gènes, mais parce qu'elle a été assez forte pour nous retrouver et nous assez obstinée pour ne jamais abandonner. Dans les semaines qui suivirent, d'autres familles furent réunies avec leurs enfants, créant une communauté soudée par une expérience partagée unique. Certains parents, comme Kathalie, avaient toujours refusé de croire à la mort de leur bébé. D'autres avaient fait leur deuil et furent bouleversés d'apprendre la vérité. Victor Huallois, dont l'aide avait été inestimable, publia un livre-enquête sur l'affaire, exposant non seulement les pratiques de Genigen, mais aussi les failles systémiques qui avaient permis à une telle opération de prospérer pendant des années. Les responsables de Genigen furent poursuivis en justice, tout comme plusieurs administrateurs hospitaliers qui avaient facilité le trafic. Le procès révéla l'ampleur du réseau, touchant plusieurs pays européens et impliquant des sommes colossales. Qui aurait pu prédire ce revirement incroyable? Clara va-t-elle pouvoir s'adapter à sa nouvelle vie avec ses parents biologiques après ces mois de séparation? Et ce nouveau programme de recherche éthique fonctionnera-t-il vraiment? 1 an jour pour jour, après la naissance et la disparition, de Clara, Kathalie et Somin célébrèrent enfin son premier anniversaire dans leur appartement de Lyon. La chambre jaune pâle, qui avait été un lieu de douleur et d'absence, était maintenant remplie de rires et de jouets éparpillés. Leur famille avait été reconstruite, mais transformée par l'épreuve. Kathalie avait quitté son poste d'enseignante pour devenir porte-parole d'une association de défense des droits des patients, utilisant son expérience pour pousser à des réformes législatives dans le domaine de la recherche médicale. Somin, quant à lui, avait réorienté sa carrière d'ingénieur vers la conception de systèmes de sécurité pour hôpitaux et cliniques, déterminé à ce qu'aucune autre famille ne vive leur cauchemar. Clara grandissait comme n'importe quel enfant de son âge, curieuse et joyeuse, son développement suivi de près par une équipe médicale désormais digne de confiance. Tous les 3 mois, un simple prélèvement sanguin permettait de continuer les recherches sur sa mutation unique, contribuant déjà à des avancées prometteuses pour plusieurs maladies rares. Le nouveau programme de recherche éthique, né des cendres du scandale Genigen, était devenu un modèle international, prouvant qu'il était possible de faire progresser la science tout en respectant pleinement la dignité humaine et les droits des familles. Parfois, je me demande si tout cela devait arriver, confia Kathalie à Victor lors d'une de ses visites. Si Clara n'avait pas été enlevée, sa mutation n'aurait peut-être jamais été découverte. Des enfants qui sont sauvés aujourd'hui ne l'auraient peut-être pas été. « Ce n'est pas à nous de juger le destin », répondit sagement le journaliste, « mais à nous de faire en sorte que le bien l'emporte finalement sur le mal. C'est ce que vous avez fait, toi, et tous ceux qui se sont battus à tes côtés. » Kathalie regardait sa fille jouer sur le tapis du salon, ses boucles blondes captant la lumière du soleil. Clara avait les yeux de son père et la détermination de sa mère, un mélange parfait des 2 personnes qui avaient risqué tout pour la sauver. « Tu sais, » dit Somin en s'asseyant à côté de sa femme, « je pense souvent à ce que tu m'as dit ce jour-là, quand je faisais ma valise.
Tu m'as demandé quelle sorte de mère tu serais si tu abandonnais la recherche. J'étais en colère, murmura Katali. Je n'aurais pas dû... Non, tu avais raison, l'interrompit-il. Et je me suis souvent demandé quel genre de père j'étais en n'y croyant pas, en te laissant porter ce fardeau seul. Nous avons tous les deux fait ce que nous pensions être juste à ce moment-là, répondit-elle en serrant sa main. Et nous sommes tous les deux là maintenant. C'est tout. Ce qui compte. Ce soir-là, après avoir couché Clara, ils s'assirent sur leur balcon, contemplant les lumières de Lyon qui scintillaient dans la nuit. La ville qui avait été le théâtre de leur plus grande douleur était aussi devenue le lieu de leur guérison. Je me souviens de m'être sentie si impuissante au début, confessa Katali. Une seule personne contre un système entier qui semblait déterminé à me faire taire. Je ne savais pas si j'aurais la force de continuer. Mais tu l'as fait, affirma Somin avec fierté. Tu n'as jamais abandonné. Parce que quelque part, au plus profond de moi, je sentais qu'elle était toujours là, dit Katali, les yeux brillants de larmes contenues. Ce lien entre une mère et son enfant, il ne peut pas être rompu, même par les murs d'un laboratoire secret ou par des mensonges officiels. Une douce brise d'été caressait leur visage, emportant avec elle les derniers vestiges de leur angoisse passée. Il y aurait encore des défis à relever, des moments difficiles à traverser. Clara grandirait un jour en apprenant l'histoire extraordinaire de ses premiers mois de vie. Mais ils affronteraient tout cela ensemble, fortifiés par l'épreuve, qui aurait pu les détruire, mais qui les avait finalement rendus plus forts. Dans leur chambre, leur fille dormait paisiblement, ignorant encore son rôle dans cette histoire plus grande qu'elle. Un jour, elle comprendrait comment sa simple existence avait non seulement transformé la vie de ses parents, mais aussi contribué à changer le visage de la recherche médicale, apportant espoir et guérison à d'autres familles touchées par la maladie. « La vie est étrange », murmura Somin, regardant les étoiles. « On ne sait jamais ce qui nous attend au tournant. »« Non », acquiesça Katali. « Mais tant qu'on garde foi en ce qui compte vraiment, on trouve toujours son chemin à travers l'obscurité. » Dans leur petite famille reconstruite, ils avaient trouvé plus que la simple résolution d'un mystère ou la justice rendue. Ils avaient redécouvert cette vérité fondamentale. L'amour, quand il est suffisamment fort, peut franchir tous les obstacles, défier tous les systèmes et finalement triompher de toutes les ombres. Félicitations, tape 9 dans les commentaires pour me montrer que tu es resté jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé et à demain pour une nouvelle histoire sur cette même chaîne.